Alors, on commence. Je vais passer la parole à Marie pour la présentation brève de l'entreprise, raison d'être et depuis quand vous l'avez écrit, combien de temps ça a pris pour faire très bref. Bonjour à tous, merci beaucoup Rémi, merci pour votre accueil. Donc je suis Marie Paillet, responsable RSE de l'entreprise Petzel. Petzel, c'est une entreprise familiale qui est basée juste à côté de Grenoble, au pied de la Chartreuse. C'est une entreprise qui existe depuis 50 ans et qui a 1000 employés dans le monde, dont 700 en France à peu près. Ce qu'on fait, nous, c'est on conçoit, on fabrique et on distribue des lampes frontales, mais notamment connues pour les lampes frontales, et aussi des équipements de protection individuelle, à la fois pour le marché sportif, donc pour ceux qui pratiquent l'escalade, l'alpinisme, la spéléologie, et pour le marché professionnel, donc pour ceux qui en ont besoin pour des travaux en hauteur, pour l'élagage ou pour des activités aussi de secours. Donc, voilà, c'est des casques, des harnais, des cordes, des mousquetons qu'on fabrique. Notre raison d'être, elle est récente en fait. Pour le moment, elle est utilisée juste en interne et on l'a communiquée en interne en septembre, là, cette année. Et c'est la suivante: nous rendons plus sûre la progression dans les environnements périlleux. Je vous l'expliquerai plus en détail par la suite. Voilà, je vais vous laisser la main pour le moment à Bruno, qui fait aussi partie des colibris à la CEC. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Donc Bruno Adémar, je suis président et cofondateur de Sublime Énergie. Sublime Énergie, c'est une société qui a été créée le 29 juillet 2019. On a eu la chance d'avoir fait avec mon associé un an de master à l'école des mines entre 2018 et 2019, au moment même où l'histoire se finalisait pour les entreprises à mission, c'est-à-dire au moment où le décret, enfin la loi Pacte est parue et le décret est sorti tout début 2020 ensuite. Donc on est nativement entreprise à mission. On a écrit cette raison d'être, contribuer à limiter les effets du changement climatique en accélérant la transition énergétique vers des énergies à émissions bas carbone, en œuvrant notamment à la promotion des gaz renouvelables en remplacement des énergies fossiles afin de limiter les conséquences de l'effet de serre sur le climat. On a réfléchi longuement avec Nicolas, mon associé, à écrire ça, qui est une raison d'être assez longue, mais qui reflète vraiment l'état d'esprit dans lequel on était quand on a voulu le faire, vraiment apporter une solution à la transition énergétique via les gaz renouvelables. Voilà. Et on fait... En termes de solutions, on est en train de développer une technologie qui va permettre de liquéfier du biogaz brut issu de la méthanisation agricole notamment, pour pouvoir démocratiser la petite méthanisation à la ferme, qu'un maximum d'agriculteurs puissent avoir un méthaniseur chez lui et donc avoir un vrai revenu issu de cette nouvelle activité. Et donc, je passe la parole à David. Bonjour. Bonjour. Je suis David, donc le président et cofondateur de Tribal, qui est une messagerie sécurisée et éco-responsable. Je reviendrai tout à l'heure sur justement ce que ça sous-entend éco-responsable, et qui est issu d'un spin-off, en fait, une entreprise dont je suis le fondateur et aussi président, qui s'appelle Dolmen, qui existe depuis une dizaine d'années, une cinquantaine de personnes. Et Tribal, en fait, est créé from scratch, on va dire, en tant qu'entreprise à mission. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un spin-off, pour avoir nativement l'ensemble de la cohérence qu'on voulait apporter à notre démarche. Et Tribal, donc, sa raison d'être, c'est de faire en sorte d'échanger dans le respect de l'humain et de la planète. Et j'expliquerai tout à l'heure ce qui nous a amené à créer cette entreprise qui a été incubée dans une autre entreprise qui n'était pas une entreprise à mission pour le coup. Voilà. Super, merci beaucoup à vous trois. Alors,
l'objectif de ce webinaire, dans un temps aussi contraint, est en partie d'inspirer, dans le contexte de la CEC, les participants à s'engager, avoir un retour d'expérience de ceux qui ont déjà fait un bout de ce chemin. Il n'est pas réaliste, évidemment, d'avoir un détail d'éléments de méthodologie qui par exemple, pas complètement l'enjeu de la CEC, d'où le lien qu'on fait avec la communauté des entreprises à mission, mais quand même d'avoir des retours d'expérience qui donneraient envie et à comprendre un peu à ceux qui ont envie d'approfondir le sujet jusqu'à écrire effectivement la raison d'être dans les statuts et devenir entreprise d'émission, de comprendre un peu. Alors, j'ai une question pour vous trois. Du coup, dans ce contexte, il serait intéressant que vous partagiez avec la communauté quels ont été les challenges quand vous avez initié ce travail-là, des challenges particuliers à votre projet, comment vous les avez résolus, est-ce que ça a changé pour vous et vos parties prenantes? Donc, je peux donner la parole, on peut reprendre par toi, David. Très bien. Alors, en fait, moi, le challenge, il est venu il y a un peu plus de 2 ans, puisque voilà, je suis fondateur d'une entreprise qui fait une plateforme de marketing local, éthique et durable à destination des acteurs du commerce de proximité, donc une dimension locale forte. Et je pensais faire des choses bien dans mon entreprise, pardon. Après avoir créé voilà, quelques dizaines d'emplois en Bretagne et en adressant un secteur qui était en pleine évolution aussi avec l'arrivée du digital et du e-commerce. Et en fait, j'ai pris très, très clairement un énorme mur avec mes enfants qui rentraient en adolescence et qui m'ont dit Papa, tu penses que tu fais du bien à la planète avec ta plateforme de marketing. Mais en fait, le fond de ton métier, c'est de pousser à la consommation, c'est de faire en sorte que tes clients invitent leurs propres consommateurs à consommer toujours plus des produits dont ils n'ont pas forcément besoin. Et puis l'autre chose, c'est que le digital, en fait, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas du tout virtuel, c'est très réel. En fait, ça pollue énormément. Et en fait, j'ai pris voilà, un petit peu un choc. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas fermé là. Est-ce que je suis le seul à l'entendre? Non, il y a des… Voilà, il peut y avoir un micro qui n'est pas fermé. Et donc, en fait, je suis revenu voilà, au bureau avec mes équipes et je leur ai dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à faire évoluer notre modèle économique et faire en sorte qu'on puisse avoir en tout cas un impact environnemental beaucoup moindre sur la dimension digitale et peut-être réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec nos compétences, avec nos connaissances sur l'univers de la communication digitale, en fait. Et ça nous a amené en fait à lancer le projet en pleine crise Covid, puisque ça date de mars l'année dernière, mars 2020, sur ce projet de messagerie sécurisée et éco-responsable, donc qui s'appelle Tribal. Donc, on a incubé au sein de l'entreprise Dolmen pendant 1 an et demi. Et je dirais que la CEC a eu un effet encore accélérateur, puisque à la suite de la première session avec Sophie, qui est avec moi aujourd'hui, on a décidé de vraiment créer une entreprise à côté de la première, avec l'ensemble des statuts d'une entreprise à mission et avec cette raison d'être, alors sur laquelle on avait déjà travaillé auparavant, mais qui nous amène aujourd'hui à avoir, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, avec une approche qui n'est pas sur la compensation, mais d'abord sur l'éco-conception de ce qu'on peut apporter dans le monde du digital, et aussi avec un modèle, en tout cas, régénératif, même s'il est indirect aujourd'hui. Et c'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, le challenge, en fait, quelque part, ça a été de réinventer mon entreprise depuis 1 an et demi et avec un projet qui, compte tenu de sa nature, on a souhaité, pour aller très vite, le créer à côté de l'entreprise initiale qui est également, elle, dans une démarche qui avance sur ces sujets-là. On est en cours de certification Bicorp, mais qui, pour moi, n'avançait pas assez vite, ou n'avait pas la capacité à se transformer assez vite. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire à côté. Voilà pour vous partager un petit peu
la démarche qu'on a mise en œuvre pour créer Tribal. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être une phrase ou deux sur ce que ça a changé dans la relation aux parties prenantes et dans la nouvelle entreprise? Ça a changé beaucoup de choses déjà en interne, puisque pour l'ensemble des salariés, notamment ceux qui ont contribué à ce projet, ils ont aujourd'hui un sens qui est un petit peu plus concret finalement que ce qu'ils pouvaient avoir avant dans une entreprise qui fonctionne bien d'un point de vue business et qui apporte des solutions au monde du commerce. Mais là, le sens, c'est que je fais de la communication, je fais du digital et je sais que ça pollue par nature. Et en même temps, j'essaye de contribuer activement à des projets de reforestation, puisque, pour préciser, le modèle économique de Tribal est que la moitié de nos revenus sont investis pour des projets de reforestation qui permettent justement d'engager la régénération des territoires dans lesquels on plante, donc en France et à Madagascar, et puis également en Indonésie et en Afrique. Et donc, on le fait avec Planète Urgence. Et pour nous, c'était important pour les salariés finalement d'avoir un engagement au-delà de leur travail quotidien qui soit autre et notamment qui ait un impact concret au niveau de la planète. Donc, au niveau des salariés, ça a beaucoup changé. Et en termes d'actionnariat, on n'est pas avec les mêmes actionnaires sur le projet Tribal. Là, pour le coup, on est avec des acteurs qui sont avec un impact. Voilà. Okay. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Marie, je te passe la parole. Je repose les mêmes questions pour toi. Finalement, quels ont été les challenges dans le chemin pour devenir entreprise à mission, l'écriture de la raison d'être et les missions? Comment vous les avez résolus? Et ce qui a changé pour vous et vos parties prenantes? Ok. Alors, beaucoup de choses à dire sur la raison d'être, mais je vais faire focus sur un point qui peut servir aux participants peut-être. Pour travailler sur cette raison d'être, nous, c'était important pour mettre en cohérence en fait toute la stratégie RSE avec la stratégie globale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on l'a un peu pris à l'envers, on travaille déjà depuis quelques temps sur les objectifs et les actions RSE, et on s'est dit, il nous manque cette raison d'être, ce phare pour avoir vraiment une vision à long terme. Et donc, pour travailler là-dessus, on a voulu complètement impliquer les parties prenantes sur le travail, c'est-à-dire qu'on a fait une consultation auprès des parties prenantes sur différents sujets, mais aussi un sujet où on leur a posé la question, selon vous, l'entreprise Petzl existe aujourd'hui et existera demain, pour quelles raisons? Et on a envoyé ça à 2000 parties prenantes. Sur cette question spécifique qui était facultative, on a eu 500 réponses, vraiment écrites, où les personnes ont pris le temps de nous apporter du contenu très important qui nous a servi à trouver quels étaient les mots, quelles étaient les thématiques les plus importantes pour eux. Donc ça nous a permis déjà de les sensibiliser sur ces sujets-là et de les impliquer dans ce travail. Et une fois qu'on a travaillé sur la raison d'être, selon la loi Pacte, elle doit avoir 3 niveaux, cette raison d'être. Il y a une phrase qui, toute seule, comme ça, des fois, elle est très bien tournée par certaines entreprises, elle veut dire vraiment quelque chose. Des fois, c'est difficile juste avoir une phrase de résumé. Au-delà de la phrase, il y a ce qu'on appelle le manifeste, normalement, qui explicite un petit peu la phrase, et ensuite les engagements derrière. En fait, nous, dans le manifeste, on a vraiment travaillé à ce que cette raison d'être, elle puisse se décliner pour chacune de nos parties prenantes. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, quand on dit « nous rendons plus sûr la progression dans les environnements périlleux », comme on fabrique des EPI, pour nos clients, ça peut être on peut le comprendre tout de suite, parce que nos produits, déjà, ils sont conçus, testés, qualifiés au-delà des normes aujourd'hui, et ils visent directement à protéger la vie de nos clients quand ils les utilisent. Mais cette raison d'être, elle est utilisée aussi, elle a été définie pour nos équipes. Donc là, c'est au niveau de toutes les actions menées par les ressources humaines qui aident les employés à évoluer de manière sécuritaire dans leur travail et qui visent aussi à réduire les risques santé-sécurité au sens large pour nos équipes. Donc, c'est important aussi. On l'a vraiment décliné pour toutes les parties prenantes. Il y a aussi pour les actionnaires, il y a aussi pour nos clients, pour les fournisseurs qu'on accompagne. Et puis, on voulait aussi pour les générations futures. Et là, on voit directement le lien avec les engagements RSE que nous avons. Donc, cette raison d'être, on rend plus sur la progression aussi pour nos enfants. Parce que via toutes les actions qu'on met en place, on intègre vraiment les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de nos activités. Et on a aussi des actions avec notre fondation, toutes ces actions-là de la RSE et de la fondation, elles visent vraiment à construire un monde qui est plus vivable pour les générations futures.
Donc, voilà comment est-ce qu'on a travaillé cette raison d'être, sachant qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment utilisée pour l'interne, pour avoir une vision long terme et pour mettre en cohérence notre stratégie RSE avec la stratégie globale de l'entreprise. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bruno pour les mêmes questions. Donc, définir sa raison d'être jusqu'à devenir entreprise à mission. Quels ont été les challenges dans le contexte de ton entreprise? Comment vous les avez résolus? Et ce que ça a changé pour vous et vos parties prenantes? Ouais, le challenge pour nous, c'était assez simple parce qu'on est, je l'ai dit, si vous pouvez aller sur la slide avec mes objectifs derrière. Ça a été assez simple dans la mesure où on était 3 cofondateurs et on a réfléchi à cette raison d'être pour vraiment aller vers la transition énergétique. Après, on a réfléchi à comment la faire, donc via les gaz renouvelables. On a découvert à l'école des mines, en 2018, on ne savait pas ce que c'était que la méthanisation. On a découvert ça en 2018 et on a été vers la méthanisation qui produit des gaz renouvelables, mais pas que en fait. D'où la déclinaison derrière des objectifs évidemment développer l'utilisation du biogaz pour aller vers cette transition énergétique. Et là, ça s'adresse à nos futurs clients. C'est-à-dire qu'on va vendre du biométhane qui peut remplacer le gaz fossile ou du bio-GNL ou du bio-GNC, c'est-à-dire un carburant qui peut remplacer le diesel. Ça, c'est pour la première mission. La deuxième, ou objectif, la deuxième, c'est plus vers nos fournisseurs, je dirais. On n'aura pas de biogaz si des agriculteurs n'ont pas de méthaniseur. Donc l'idée, c'est vraiment l'idée de l'économie circulaire, de faire comprendre que la méthanisation, c'est l'économie circulaire par excellence. On utilise des déchets dans lesquels on va fabriquer de l'énergie. En plus, ces déchets font un biogaz dans lequel il y a du CO2. Le CO2, c'est le problème aujourd'hui dans l'air, dans le réchauffement climatique. Donc la méthanisation devient un aspirateur à CO2. Mais en plus, c'est fait par des agriculteurs qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Donc ça leur fait faire un méthaniseur chez eux et donner la possibilité au plus grand nombre d'en avoir un, ça leur donne la possibilité d'avoir réellement une activité en plus, mais qui ne doit pas être une somme monstrueuse de boulot en plus, vu tout ce qu'ils ont à faire. Donc, il faut qu'on fasse comprendre à nos clients qui vont acheter nos équipements. On développe des équipements pour valoriser le biogaz qui est fabriqué par les agriculteurs. Il faut qu'on fasse le challenge, faire comprendre à nos clients que la valeur doit être réellement partagée parce qu'un des objectifs, en tout cas un des nôtres objectifs, c'est vraiment de faire perdurer l'agriculture qui aujourd'hui va très très mal. Et donc, il faut que cette valeur, on fait de l'énergie, donc on va créer énormément de valeur, soit répartie pour créer de l'emploi dans les territoires, donner de l'attractivité, c'est-à-dire que le méthaniseur devient un actif à la ferme, et donc on peut très bien reprendre l'activité. Et demain, le boulot des agriculteurs sera moins pénible que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on crée de l'emploi. Et donc, dans notre business model, il faut qu'on crée de la valeur pour créer ces emplois et que tout le monde soit d'accord autour de ça. Et puis, de l'indépendance énergétique dans les territoires. Donc, il y a les agriculteurs et puis les collectivités locales, là où on vient s'implanter, qui peuvent avoir, via notre activité, un véritable projet d'indépendance énergétique à petite échelle. Et derrière, le troisième point, c'est la valorisation de la recherche dans ces deux domaines, transition énergétique et économie circulaire. C'est-à-dire que nos technos, notre recherche, notre innovation ne servira qu'à ça. Et le challenge, c'est de faire comprendre à nos clients l'importance de ce partage de la valeur et que donc l'économie de filière qu'on crée, parce qu'on crée une nouvelle économie, personne n'achète du biogaz aux agriculteurs, le fait passer dans nos équipements, n'achète nos équipements et vend du bio-GNL aujourd'hui. On crée aussi, on a créé notre techno, puisqu'elle est unique au monde, on crée aussi ce marché. Donc, il faut bien faire comprendre ça, c'est ça notre challenge. Et puis aussi, voir comment on suit concrètement ces 3 objectifs, se mettre des indicateurs. Ça, c'est un boulot qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va profiter du premier audit de l'OTI pour garder notre statut de société à mission et avancer avec notre comité de mission qui nous aide énormément là-dessus. Et puis aller vers le régénératif. C'est bien gentil de faire de l'énergie, ça, merci la CEC. C'est bien gentil de faire de l'énergie,
Mais si elle ne vient pas en substitution de l'énergie qui existe déjà, on va rajouter une couche en plus d'énergie alors qu'il faut qu'on fasse des économies d'énergie. Donc, on est sur un business model qui doit devenir régénératif. C'est compliqué, on se pose la question, mais il faut vraiment que l'énergie qu'on va créer grâce à ces gaz renouvelables vienne en substitution d'une énergie déjà donc, que j'ai nommée, qui s'appelle le diesel essentiellement. On veut remplacer le diesel par du bio-GNL. Et ça, il faut aussi le faire comprendre à nos clients. Et donc, le challenge, aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé dans nos parties prenantes, essentiellement nos salariés. C'est-à-dire que, j'ai dit la méthanisation, c'est un aspirateur à CO2. La société à mission, pour nous, ça a été un aspirateur à profil extrêmement intéressant qui sont venus chez nous parce qu'il y avait justement ce projet, notamment. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question, si tu peux y répondre, mais c'est plus technique. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. J'y réponds? Oui, quelle est la question? C'est est-ce que la combustion du biogaz produit moins de CO2 que le gaz fossile? Non, ça en produit autant, sauf que le gaz fossile va chercher du CO2 qui n'est pas présent sur Terre, dans l'atmosphère, puisqu'on va le chercher sous-sol. Et en brûlant du fossile, on brûle du CO2 qui n'était pas là avant, puisqu'on a été chercher ça sous-sol. Là, le gaz renouvelable, il est produit grâce à la photosynthèse avec du CO2 qui est déjà là. Il est déjà dans l'atmosphère, et c'est en ça que je dis que c'est un aspirateur à CO2 en plus, mais on peut, pas obligé de faire des grands projets pour aller capter les ppm de CO2 dans l'atmosphère. Avec la méthanisation, on a énormément de CO2. C'est un de nos coproduits d'ailleurs, du carburant et du CO2. Mais en tout cas, on remet dans l'atmosphère du CO2 qui était déjà là. Donc, on n'en rajoute pas. On n'est pas complètement neutre quand même, mais on s'approche de la neutralité grâce au biogaz. Merci beaucoup, Bruno. Marie? Oui, Amy. Même question. Oui. Oui. J'ai répondu déjà aux questions des challenges, mais on peut aller plus loin. Il n'y a pas de souci. Éventuellement, il y a quelques questions dans le chat. On peut se prendre 3 minutes si c'est possible. En termes de timing, on peut. Il y a une première question qui a été sur, donc plutôt pour Tribal, l'impact du modèle de reversement sur le prix client final. Il y a eu des questions aussi sur les parties prenantes concernées dans ces processus-là. Peut-être déjà celle-ci. Alors, en fait, le modèle économique de Tribal, il est un modèle par utilisateur dans la partie B2B. Donc, c'est gratuit pour le grand public. Sur la partie B2C, c'est gratuit. La seule chose, c'est que les messages, on ne les conserve qu'une seule semaine. Donc, c'est vraiment une messagerie instantanée. L'idée, c'est de ne pas avoir de stockage pour rien des messages à des fins publicitaires, puisque le modèle économique n'est pas là-dessus. Et sur la partie B2B, c'est 4 € par utilisateur par mois. Il y a 2 € qui sont réinvestis pour faire des plantations d'arbres. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on apporte, c'est une capacité pour nos clients, finalement, d'initier une démarche RSE au sein de leurs entreprises, et notamment avec la dimension de communication, qui est un des éléments essentiels pour réussir, finalement, en tout cas, l'évolution vers des modèles un petit peu plus vertueux avant peut-être d'être régénératifs. Donc, on est... chez beaucoup de clients, en fait, souvent un des éléments socles pour commencer à œuvrer sur une démarche RSE, en fait, avec cette communication plus verte et plus vertueuse. Mélanie, il y a d'autres questions importantes qui ont émergé, qui ont été votées? David, il y avait une question aussi rapide, c'est avez-vous calculé le ratio précis de l'impact positif des plantations? Pas uniquement en CO2, j'imagine, car selon la nature des arbres, ça prend du temps à stocker le carbone. La question est aussi pour moi, c'est ça? Oui, j'imagine. Oui. Alors en fait, dans le modèle qu'on a choisi, on est sur une approche, je n'aime pas employer le mot de compensation parce que ce n'est pas ce qu'on veut faire. Le numérique, ça pollue. À partir du moment où on a des serveurs qui consomment de l'énergie, ça pollue. Donc en fait, on a dans un premier temps minimisé au maximum la consommation d'énergie.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on ne stocke pas les messages, on n'a pas de métadonnées non plus qui sont stockées à des fins publicitaires, etc. Donc, on a minimisé la consommation. Et on est sur une approche où aujourd'hui, on va stocker beaucoup plus de carbone. Et de nouveau, je n'aime pas du tout qu'on soit sur l'approche de compensation que ce qu'on émet en fait. Donc, pour vous donner une idée, pour 1 gramme de CO2 émis, on est à peu près sur 20 grammes de CO2, je dirais, stockés par an par utilisateur. Mais ce n'est pas cette approche de compensation qu'on veut avoir, puisque de toute façon, à la base, le numérique, ça émet des gaz à effet de serre. Alors, ils sont plus ou moins, je dirais, fossiles. Il y a des serveurs aujourd'hui qui tournent avec de l'hydrogène, mais l'hydrogène n'est pas toujours vert non plus. Donc, il n'y a pas de miracle. À partir du moment où on communique, on utilise le digital, on consomme de l'énergie. Et nous, par contre, on a essayé d'intégrer de façon indirecte une régénération. Peut-être pour compléter, et j'arrête là, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous manque, si on avait des choses à refaire, c'est qu'on intégrerait beaucoup plus une dimension sociale et sociétale dans notre modèle régénératif pour justement faire en sorte qu'on puisse accompagner la transformation des acteurs autour de nous dans cette démarche globale et potentiellement régénérative pour certains. Donc, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et la session 2 de la CEC nous a aussi amené à approfondir sur ces sujets-là. Merci David. Peut-être une dernière question avant que Rémi reprenne la suite des questions dans le chat. Emmanuel demande comment avez-vous organisé la création de votre comité de mission, intégration de personnes extérieures et salariés, fréquence de réunion? Je pense, enfin, c'est pas forcément que pour toi, David, si l'un de vous veut répondre. Oui, je veux bien. On l'a fait en 2 fois. On a fait un premier comité de mission juste à la création de la société parce qu'on voulait avoir un comité de mission tout de suite, voir comment ça fonctionnait. Et puis, on n'avait pas vraiment de partie prenante encore, ce n'était pas encore constitué. Donc, on a rechangé ensuite et on a choisi Armand Hatchuel, qui est ici présent, qui nous a aidé, qui est le père un petit peu, ou le berger des entreprises à mission. Donc, pourquoi? Parce que c'est la partie académique, recherche, innovation. On a une personne qui est un ingénieur du corps des mines qui représente l'énergie. Donc, on a été chercher dans nos parties prenantes. On a un agriculteur et puis on a une personne aussi, la 4e, qui œuvre à voir que la science et les technologies répondent bien à un problème et ne sont pas une source de problème, en fait. Et qu'à l'intérieur des centres de recherche, on se pose la question de, pas que la question que financière, mais de savoir ma technologie, qu'est-ce qu'elle apporte de bien à l'environnement, qu'est-ce qu'elle apporte de bien au niveau sociétal, donc les dimensions entreprise à mission. Donc, on a été chercher dans nos parties prenantes. Et aussi, on a un salarié, notre premier salarié, qui nous a rejoint parce qu'il était extrêmement intéressé par cette notion d'entreprise à mission. Et donc, c'est lui qui est le secrétaire du comité de mission. Puis juste pour conclure, pour reboucler, ce n'est pas si c'était à refaire, mais dans la continuité, maintenant, on veut devenir une société test, je dirais, pour la triple comptabilité. Parce que c'est bien, entreprise à mission, c'est bien de se fixer des missions. Si on compte toujours que l'argent, que le financier, ça va être compliqué de changer vraiment les choses. Donc, on veut devenir aussi une start-up pour 2022, j'espère, c'est compliqué, qui va mettre en œuvre aussi dans la continuité de la mission une triple comptabilité. Donc, sociale, environnementale et bien entendu financière, et devenir un peu un laboratoire start-up de ça. Alors, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup, Bruno, pour ces points-là. Du coup, j'enchaîne avec une 3e question que je te pose directement. C'est que, enfin, à vous 3, mais à toi, Bruno, en premier, vous êtes engagé dans le parcours transformant de la CEC. Vous avez quelques enseignements qui ont été apportés à date, notamment la question de l'intégration des limites planétaires, des modèles régénératifs, l'idée que finalement il y a des niveaux d'impact qu'on peut atteindre qui consistent bien naturellement à commencer par réduire les effets négatifs, puis éventuellement être contributif, puis régénératif. Ma question est donc, dans quelle mesure le parcours que vous avez fait à date vous invite à approfondir ou à penser autrement, ou qu'est-ce que ces enseignements ont déjà produit sur le travail que vous aviez fait et que vous venez de partager? Ouais, la notion de business model régénératif, ça c'est quelque chose de compliqué. On l'entrevoit un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit,
si on arrive à démocratiser la méthanisation dans les petites exploitations agricoles, on va pouvoir aller chercher assez facilement énormément de CO2. Donc, c'est-à-dire qu'on va carrément enlever du CO2 de l'atmosphère. Tout à l'heure, je disais, on est neutre. J'ai vu des questions, on pourra y répondre par écrit après, c'est parce qu'on n'a pas le temps de dire tout ça, sur des bilans énergétiques, des bilans environnementaux. C'est tout ce CO2 qu'on peut capter avec la méthanisation, si on le rejette, ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver une utilisation de ce CO2 et, si possible, même aller le séquestrer, ce qui est dit dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, on pense à ça, en fait, au régénératif. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, vérifier avec nos clients à qui on va vendre notre carburant, que leur flotte de camions, parce qu'on va s'adresser surtout à des camions, enfin des gros véhicules, qu'ils la changent réellement. C'est-à-dire que s'ils ont 50 camions, qu'ils restent avec 50 camions équivalents, qu'ils n'aient pas 50 camions de diesel et 50 camions de notre carburant, parce que ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, autre enseignement, oui, mettre l'accent sur la transmission autour de nous. Et puis, je l'ai dit, vers cette triple comptabilité qu'on commence à approcher un petit peu. C'est top. Merci beaucoup, Bruno. Je pose la même question en passant la parole à David. Donc, tu es dans le parcours CEC, tu as entendu des choses qui t'ont peut-être conforté ou confirmé les hypothèses que tu faisais pour porter le projet, ou peut-être ont réinterrogé ce que tu avais déjà fait. Donc, la question de l'intégration des limites planétaires et des modèles génératifs notamment, mais pas seulement. Donc, la question est, qu'est-ce que ce parcours a déjà ouvert pour envisager ce que tu as fait ou le faire autrement? Alors, le premier point, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde, c'est que ces limites planétaires, je les imaginais, mais beaucoup plus lointaines que celles qui nous ont été partagées. Donc, l'échéance de 2050 qui était partagée à peu près par tout le monde, y compris lors de Glasgow COP26, là, on sait que c'est beaucoup trop loin, en fait. Si on veut vraiment agir concrètement, c'est dès maintenant. Donc, il y a eu finalement une prise de conscience qu'il faut aller encore plus vite, en tout cas, ramener le curseur beaucoup plus tôt, beaucoup plus proche de nous. Donc, ça, c'est le premier point et c'est ce qui nous a amené aussi, comme je disais tout à l'heure, à accélérer sur le lancement de Tribal et son émancipation. Et puis, le deuxième point, c'est le modèle régénératif au sein d'écosystèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible, et notamment pour aller aussi vite qu'il est nécessaire, de faire les choses seul. C'est indispensable de le faire de façon écosystémique, avec alors des parties prenantes qui sont bien entendu les actionnaires, des clients, etc. Mais au-delà de ça, je pense que demain, on va être amené à travailler, pourquoi pas, avec des partenaires qui sont, dans certains cas, des concurrents, etc., pour qu'on avance ensemble. Ce n'est pas possible, en fait, de se dire que chacun va réussir de son côté à se transformer. Il est indispensable de le faire avec les autres. Et les autres, parfois, ce n'est pas forcément dans un monde, on va dire, concurrentiel, historique, habituel. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des choses à changer aujourd'hui, se dire, est-ce que demain, un acteur concurrent, quel que soit le secteur d'activité, est-ce que c'est finalement mon concurrent, ou est-ce que le risque, ce n'est pas que notre marché commun s'écroule si on ne fait pas quelque chose ensemble? Donc, nous, aujourd'hui, on est en train d'accélérer fortement dans nos écosystèmes aussi, où on avait des acteurs qui étaient des concurrents potentiellement, qu'on va voir et on leur dit, est-ce que vous ne voulez pas accélérer avec nous sur cette transformation digitale plus éco-responsable? En tout cas, le numérique aujourd'hui a une empreinte environnementale qui est de 4%, qui est en augmentation hyper croissante, très rapide. Et si on ne fait rien, dans 5 à 10 ans, c'est la première origine des émissions du gaz à effet de serre qui sera d'origine digitale. Et donc, c'est un vrai enjeu majeur pour notre secteur d'activité. Sinon, demain, on a aussi des gros risques sur notre activité. Voilà. Super, David. Merci beaucoup de ce feedback sur la contribution de la CEC. C'est assez gratifiant d'ailleurs pour ceux qui ont participé. Je te poserai la même question, Marie. Finalement, tu es engagée dans le parcours, tu as reçu quelques contributions. On a évoqué les limites planétaires, mais pas seulement, l'opportunité des modèles d'affaires régénératifs.
dans quelle mesure ça réinterroge le travail que vous avez fait sur la raison d'être et l'émission, ou quelle perspective ça lui donne? Alors, sur la raison d'être, ça conforte un peu tout le travail qu'on a fait, le fait de participer à la CEC. Je suis complètement alignée avec ce que vient d'expliquer David et Bruno aussi, hein, sur le fait de l'urgence. Ça nous a aidé à accélérer encore et à collaborer avec beaucoup d'autres entreprises. On le faisait à notre niveau, dans notre secteur d'activité, sur le territoire grenoblois. Là, on peut le faire sur le territoire national. C'est un accélérateur et à la fois, quand on a travaillé sur la consultation des parties prenantes, on avait échangé avec d'autres entreprises et quand on cherche des solutions très concrètes d'intégrer des indicateurs carbone dans notre comptabilité, de chercher des matériaux recyclés, de travailler sur la réparabilité de nos produits, on échange énormément avec d'autres entreprises via la CEC, via d'autres réseaux et voilà, on est aligné aussi sur le fait que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver les solutions et à aller plus vite. Et je voudrais répondre aussi à des questions de Grégory de Vulcania et de Samuel de Cybernétique, très précis sur la raison d'être, à la fois comment est-ce qu'on a rédigé, est-ce que c'était le dirigeant ou l'équipe de dirigeants tout seul ou avec l'ensemble des équipes, si on a été accompagné ou pas, combien de temps ça nous a pris pour définir la raison d'être, comment est-ce qu'on l'a communiqué et combien de temps surtout pour se l'approprier, parce que ce n'est pas tout de faire une jolie phrase, mais il faut surtout qu'elle serve à quelque chose, cette phrase. Pour la rédiger, en fait, on a monté un petit groupe de travail avec la RSE, l'équipe communication de la marque, la fondation aussi, qui est vraiment le regard extérieur de Petzl sur la société. On a consulté donc des parties prenantes clés et on a des personnes qui sont dans l'entreprise depuis très très longtemps en France, mais aussi dans notre filiale aux États-Unis. On voulait que cette raison d'être, elle parle à l'ensemble de nos équipes. Donc voilà, avec ce petit groupe de travail-là, et on a fait des allers-retours avec notre comité exécutif pour chaque mot et vraiment une signification importante. C'est comme ça qu'on l'a monté. Au final, la validation a été faite par le comité exécutif, mais ça a été monté par ce groupe de travail en consultation avec pas mal de parties prenantes. On n'a pas été accompagné en externe, on a préféré le faire en interne. Mais par contre, on s'est énormément inspiré de documents qu'on a pu trouver sur le site des enjeux et des hommes, par exemple, qui expliquent très bien. Ils ont des webinaires aussi qui expliquent très bien comment on travaille sur la raison d'être. Il y en a d'autres qu'on peut trouver. On a regardé ce qu'avait fait Michelin aussi, on trouvait ça intéressant, la manière dont on travaille sur la raison d'être différentes entreprises. On a mis 1 an en tout pour définir la raison d'être entre la consultation des parties prenantes, celle de 2000 parties prenantes dont je vous parlais, qui était en juillet 2020, et au final pour communiquer, finaliser un petit document interne, juste en interne aux équipes, c'était en juillet de cette année. Donc ça a pris 1 an en tout. Donc aujourd'hui, on l'a communiqué qu'en interne. On verra nos engagements, la 3e étape de la raison d'être, les engagements, on les a déjà communiqués en externe. Mais par contre, la phrase et le manifeste, on l'a gardé que pour l'interne. Pour le moment, on verra quand ce sera nécessaire et utile de le communiquer en externe. Et combien de temps pour se l'approprier? Je dirais que c'est toujours en cours d'appropriation, mais j'ai l'impression qu'on avance quand même assez vite dans le fait que jusqu'à encore il y a quelques mois, tous les engagements de la RSE étaient beaucoup portés par la RSE. À la RSE, on a le directeur RSE qui est Sébastien Petzl, qui est aussi au comité exécutif et qui est aussi directeur recherche et développement, qui fait partie de la CEC avec moi. Il y a moi-même, on a une chef de projet environnement et on a une chef de projet co-conception aussi. Mais voilà, c'était beaucoup porté par nous et des autres personnes dans les départements. Et ce qui a changé dernièrement, c'est que maintenant, on a 5 grands directeurs chez nous qui font partie du comité exécutif et ils sont tous à présent responsables et redevables de notre atteinte des engagements RSE qui sont le 3e niveau de notre raison d'être. Et donc, eux-mêmes, ils associent des ressources derrière, des projets spécifiques pour atteindre ces engagements-là. Et on se rencontre au minimum 1 fois par trimestre pour que chaque directeur eux-mêmes partage aux autres directeurs les avancées des projets pour atteindre nos engagements. Voilà, donc on commence vraiment à s'approprier et je suis tout à fait alignée aussi avec Bruno sur le fait pour s'approprier un des travaux importants et c'est le travail de la session 3 de la CEC, c'est les indicateurs. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces indicateurs-là dans les RSE, dans les grands KPI de l'entreprise et notamment la triple comptabilité et voilà, on travaille beaucoup avec Carbon 4 là-dessus et on échange avec d'autres entreprises. Donc, on sera intéressé pour échanger. S'il y a des personnes qui travaillent là-dessus, on sera très intéressé pour échanger à ce sujet. Voilà.
pour répondre à Rémi, peut-être en 30 secondes, sur les organismes publics, en fait, toutes les collectivités locales, etc., en termes d'écosystème. Nous, aujourd'hui, en fait, on travaille de plus en plus avec les régions, avec, là, en l'occurrence, le ministère de l'Intérieur, sur des sujets de sécurité, en fait, de nos données personnelles, puisque voilà, l'armée, aujourd'hui, où j'étais récemment avec un directeur de CHU à Rennes qui, en cas de crise, utilise WhatsApp. Donc, autant dire que ce n'est pas très sécurisé en termes de données personnelles. Donc, aujourd'hui, c'est des sujets sur la sécurité des données personnelles et professionnelles qui arrivent aussi au niveau des collectivités. Et le fait d'y associer une dimension éco-responsable, ça répond aussi aux enjeux des collectivités, puisqu'ils sont en train de former aussi des acheteurs dans les collectivités à des achats éco-responsables. Et donc, c'est aussi une façon aujourd'hui d'engager les collectivités dans ces démarches. Donc, je pense que tous les acteurs qui travaillent aussi avec les collectivités, à partir du moment où nous, en tant qu'entreprise privée, on va faire des actions dans cette direction, c'est aussi une façon de répondre à des enjeux qui sont de leur côté. Il y a des directives soit européennes, soit nationales qui les obligent aujourd'hui à acheter plus responsables. Et donc, c'est aussi une façon de les engager dans cette démarche que de leur proposer des choses qui vont répondre à leurs besoins, et notamment dans cette dimension RSE. Voilà pour répondre rapidement à Rémi. Merci David. D'ailleurs, ça m'inspire l'idée que Bruno, David ou Marie, vous avez peut-être repéré des questions dans le chat auxquelles vous aimeriez particulièrement répondre, sans le filtre d'une médiation, puisque c'est quand même une communauté, la CEC. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières qui vous ont frappé, auxquelles vous aimeriez accorder attention? Bon, il y avait des questions techniques, je pense que je préfère y répondre par écrit parce que ça peut être un petit peu long, hein, sur quel est le bilan énergétique carbone. Il est meilleur évidemment que les énergies fossiles, mais le biogaz, ça dépend comment on l'utilise en fait. Et nous, on va vers l'utilisation carburant parce que c'est comme ça qu'il évite le plus de CO2. Et puis, après, j'ai parlé du CO2 lui-même qu'on va essayer de récupérer pour enfouir. Autrement, sur la construction du comité de mission, c'est important et nous, on veut que le comité de mission, à terme, participe aussi à la stratégie. C'est-à-dire que le comité de mission, il rentre dans une logique à trois entre les actionnaires, la direction, le comité de mission, où il faut que chacun joue son rôle. Et donc, le président de notre comité de mission fait partie de notre conseil de surveillance. Donc, on a un peu des questions sur le comité de mission. Autrement, je n'en ai pas vu d'autres. Mais si on peut avoir les questions, et puis on y répondra par écrit. Parce que... Ouais, moi, il y a une question de Gilles Oui. sur la compensation et le financement de projets de plantation d'arbres. Moi, je voudrais passer un message sur le sujet parce qu'en ce moment, il y a quand même un petit peu de messages qui parlent de greenwashing, en fait, sur tout ce qui touche finalement à la compensation, à la replantation d'arbres. Et il faut faire très attention aussi avec ces sujets-là parce que, objectivement, il y a des entreprises qui communiquent sur le fait qu'elles plantent des arbres et très objectivement, dans un certain nombre de cas, c'est du greenwashing total. En gros, je vends quelque chose qui pollue énormément et je vais venir planter un petit arbre à 10 centimes qui n'est pas un arbre, hein, objectivement, à ce prix-là. Ça coûte beaucoup plus cher que ça, un arbre qui va vivre et qui va grandir et qui va vraiment séquestrer du carbone. Et en même temps, aujourd'hui, objectivement, et pourtant je suis dans le domaine du digital, je suis dans le domaine de la tech, il y a aussi en ce moment des technosolutionnistes, je les appellerai comme ça, qui imaginent qu'on va pouvoir trouver des solutions meilleures que ce qu'a fait la nature pour séquestrer du carbone, à savoir la photosynthèse. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour séquestrer du carbone que la photosynthèse. Tout le reste, en fait, ça coûte plus d'énergie à sortir le CO2 de l'atmosphère qui est en ppm, hein, donc c'est quasiment rien. Il faut brasser des milliards de mètres cubes de CO2, d'air, d'atmosphère pour capter un petit peu de CO2. Donc, il n'y a aucune autre façon de reséquestrer du CO2 que de faire des plantations d'arbres. Par contre, c'est indispensable de le faire dans une démarche globale, sociétale et de biodiversité et pas simplement replanter des palmiers à huile pour être dans la caricature complète. Donc, je pense que oui, c'est important aujourd'hui de se dire que la seule façon d'amortir un petit peu les problématiques d'émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord, réduire drastiquement nos émissions. Et ça, il n'y a pas de secret, à très, très court terme, c'est ça. Et pour commencer à compenser, c'est la plantation d'arbres. Donc, il manque à peu près 1000 milliards d'arbres
sur notre terre pour qu'on puisse revenir peut-être un jour, mais ce sera dans un temps assez lointain, à un niveau de CO2 qu'on a connu pré-révolution industrielle. Donc, c'est indispensable qu'on continue à planter, mais il faut bien planter en intégrant les populations locales, et notamment dans les pays où ça a été malheureusement déforesté, et on continue la déforestation. Donc, il faut qu'on arrête et qu'on commence à replanter. Voilà. Merci beaucoup, David. Un petit bémol quand même, il y a d'autres façons de séquestrer, on peut en reparler, mais on peut enfouir du CO2. Il y a des projets de séquestration, là où il y avait du gaz avant et des énergies fossiles, de remettre du CO2 à ces endroits-là. Et puis il y a quand même d'autres façons. Puis l'utiliser dans des matériaux dans lesquels il est emprisonné. C'est vrai, c'est un sujet qu'on pourrait faire un webinaire juste là-dessus, probablement. Je vais passer la parole à Emery Jacquilla, avec la casquette du président de la communauté des entreprises de mission, qui est aussi par ailleurs DG de la CAMIF, et notamment avec la question de quels sont les retours d'expérience de la communauté. C'est une communauté qui reste jeune, mais qui est très liée à l'école des mines, avec une approche de recherche, des participants de chercheurs, participation de chercheurs. Donc, il y a une certaine réflexivité qui est entretenue, et j'aimerais te donner la parole pour que tu restitues des éléments clés de, voilà, à date, qu'est-ce qui a émergé de bonnes pratiques pour les entreprises qui ont initié ce chemin, et puis surtout des erreurs que certaines ont faites, des patterns d'erreurs qu'il serait utile de comprendre pour faciliter le travail de celles qui s'engageront. Merci Rémi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Très bien. Donc, je suis ravi d'être avec vous et que la communauté des entreprises à mission puisse participer aux travaux d'ASSEC. C'est formidable, je m'en réjouis. La communauté est une association qui a été créée en 2018, une association d'intérêt général, créée avec ceux qui avaient théorisé et expérimenté le modèle de ce qui est devenu dans la loi Pacte la société à mission, avec un groupe de chercheurs et d'entrepreneurs dont j'ai eu la chance de faire partie. On l'a créée, cette association, parce qu'on s'est rendu compte de la puissance du modèle, qui consiste d'abord à réfléchir à la raison d'être de l'entreprise, à pourquoi elle existe. Et c'est bien de prendre ce temps. Et dans les invariants que j'ai pu entendre à travers les témoignages de Bruno, de Marie, de tous ceux qui ont témoigné là, il y a prendre le temps, c'est un temps qui est long, d'interroger largement l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sur finalement la raison d'être ensemble. La raison d'être, l'entreprise, c'est un projet collectif. Et il est d'autant plus résilient que toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les actionnaires, les acteurs du territoire, les fournisseurs, les clients, tout l'écosystème de l'entreprise participent finalement à redéfinir le sens de qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble. Et donc, dans les invariants, cette démarche collaborative que vous avez décrite, elle est présente dans quasiment tous les projets d'entreprise à mission que j'ai pu voir. Et elle s'inscrit dans le temps long. Alors parfois c'est 6 mois, c'est très court, parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans et demi. Pour CAMIF, ça a été 2 ans et demi pour définir 2 phrases. C'est pas toujours très efficace, mais l'autre point essentiel, c'est les itérations successives, parce que la définition d'une raison d'être est un exercice qui n'est pas facile. Qui est une sorte de ligne de crête entre si elle est trop ambitieuse ou trop déconnectée des pratiques de l'entreprise, alors il y a un risque d'insincérité qui va se retourner contre l'entreprise, qui sera perçue en premier lieu par les collaborateurs. Et inversement, si elle ne crée pas une tension créative, si elle ne crée pas une sorte d'ambition malgré tout par rapport aux pratiques existantes de l'entreprise, elle ne va pas engager. Donc, c'est une ligne de crête qui n'est pas simple, et on peut passer beaucoup de temps à la formulation, chaque mot compte. Et l'autre point essentiel, c'est la capacité transformative de la raison d'être, puisque les chercheurs, Armand est là, il en parlera tout à l'heure, mais avaient dès 2008 imaginé ce modèle qui réfléchit à la place de l'entreprise dans la société, qui redonne du sens à l'entreprise, c'est ce que permet la raison d'être, mais qui transforme en profondeur les pratiques de l'entreprise. Ce qui va transformer l'entreprise, c'est le fait que la raison d'être,
elle va être traduite en objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux, qui sont donc ancrés au cœur du modèle de l'entreprise. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une démarche RSE d'une part, les labels type B Corp et autres, et l'entreprise à mission, qui met au cœur du modèle de l'entreprise une mission avec un champ d'impact qui est précisé par la raison d'être et appliqué par les objectifs de mission. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a de la transformation derrière, parce qu'après, les collaborateurs vont se saisir. La raison d'être, c'est une façon d'attirer, et on le voit, hein, c'est un effet très bénéfique sur la marque employeur, donc ça rend l'entreprise plus attractive. Ça a un levier bénéfique auprès des collaborateurs, surtout quand ils ont participé à la définition de la raison d'être, parce qu'ils sont engagés. Voilà, ça les engage davantage. C'est très important, évidemment, pour la performance de l'entreprise, ça. Et puis, donc oui, c'est la traduction en objectif de mission qui va vraiment mettre en mouvement l'entreprise. Et l'inscription statutaire, puisque là aussi, c'est un enjeu clé. Hein. Avant, ils avaient théorisé sur la société à objet social étendu. Donc, c'est une société qui met dans son objet social une raison d'être et des objectifs de mission qui vont permettre une autre chose essentielle, c'est l'alignement des actionnaires par rapport au projet qui consiste non plus uniquement à servir leur intérêt propre en termes financiers, mais qui consiste à servir la mission de l'entreprise et donc des intérêts supérieurs, la contribution au bien commun, la contribution à résoudre les défis majeurs du XXIe siècle, les défis sociaux et environnementaux. Donc, voilà, la communauté s'est créée parce qu'on s'est rendu compte que ce modèle créait de l'engagement, redonner du sens à l'entreprise, même pour un dirigeant, c'est important quand on voit le temps qu'on passe dans nos entreprises, qui était également un levier d'innovation par l'attention que créent les objectifs de mission, qui nous permettent d'inventer de nouveaux modèles, de pivoter parfois, d'aller au-delà véritablement du cœur de métier de l'entreprise. Alors, je vais faire un petit rebond sur l'actualité, puisque peut-être que vous avez suivi, mais hier, nous avons annoncé le rapprochement avec la Maïf, entre Camif et Maïf. Maïf sort de son métier d'assureur et investit dans un métier nouveau, celui du e-commerce, mais parce que, en termes de mission, ça répond parfaitement à un de leurs objectifs de mission, qui est de promouvoir les entreprises qui ont un modèle positif, un modèle d'impact positif. Et ça, c'est par la mission qu'on s'est rapproché avec Maïf et qu'on pense qu'aujourd'hui, on peut être un acteur qui va donner un souffle plus fort encore et faire changer d'échelle la consommation responsable en France. C'est ça qui nous unit et c'est donc pas nos métiers respectifs. Donc, c'est un levier d'innovation. Chez nous, l'économie circulaire, quand on dit faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous a beaucoup obligés à revoir tout notre catalogue produit chez Camif et à développer des projets autour de l'économie circulaire. On vient de sortir un matelas qui est entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés et on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas mis ça dans nos statuts. Donc, levier d'innovation et du coup, tout ça se traduit en performance économique, en performance sociale et en performance environnementale. Donc, c'est la réconciliation et c'est le modèle qui a été expérimenté par ces pionniers et par ceux qui se sont mis en chemin depuis l'adoption avec la loi Pacte de la qualité de société à mission. On le voit, c'est la réconciliation entre le profit et l'impact. C'est la réconciliation entre les enjeux économiques et les enjeux sociaux-environnementaux. Et on observe, alors au sein de la communauté, nos missions, c'est d'offrir un cadre de partage entre pairs aux dirigeants qui sont sur ce chemin. On a aujourd'hui 327 membres actifs dans la communauté des entreprises à mission. Offrir un cadre de partage nous semblait important parce qu'il n'y a pas de méthode. Tu l'as dit, Rémi, tout à l'heure, il n'y a pas de méthode idéale. Chacun va faire son propre chemin. Il y a des entreprises qui démarrent par mettre en place un comité de mission. Ça a été le cas pour Camif en 2014. On a mis en place un comité de mission qu'on a appelé la cellulose. La cellule à l'objet social étendu. Et on leur a confié les clés pour définir la mission de l'entreprise. Il y en a d'autres qui ça va être plus vertical. C'est le dirigeant qui a monté la boîte. C'est une start-up. Ils savent pourquoi ce qu'ils veulent changer dans le monde. Et ça va s'imposer un peu à tous et ça va aller assez vite. Il n'y a pas de méthode idéale. Je pense que par contre, il y a des invariants. C'est le temps long, c'est l'association des collaborateurs à la définition de la mission, parce que c'est déjà le chemin en amont
le chemin pour arriver à la définition de la mission qui commence déjà à transformer l'entreprise et à créer de l'engagement. Et puis ensuite, c'est l'ancrage dans le business model et ensuite la preuve par l'action. Parce que l'entreprise à mission, ça se vit tous les jours. Il faut que les collaborateurs s'en saisissent. C'est eux les mieux placés pour finalement traduire la mission dans leur quotidien, dans leurs décisions au quotidien. Et c'est voilà, donc c'est ce cadre de partage, on a souhaité pouvoir offrir à travers l'association un cadre de partage aux dirigeants sur ce chemin qui est long, qui parfois peut où on peut percevoir des injonctions contradictoires entre le court terme et le long terme, entre le profit et l'impact. Pour Camif, on a mis les pieds dans le plat dès 2017, après l'inscription dans nos statuts. 2 semaines après, on décide de boycotter le Black Friday, puisque c'est l'actualité aussi de la semaine, et de fermer notre site le jour du Black Friday. Forcément, ce n'est pas bon pour le chiffre à court terme, mais sur le long terme, c'est bon. Donc, l'autre point qu'on peut constater dans les entreprises qui ont fait ce chemin, c'est que très souvent, ça passe par un certain nombre de renoncements qu'on va être amené à opérer dans nos modèles, dans nos entreprises. Faire moins, mais mieux. Ça passe par le courage d'un dirigeant qui dit « Ok, on va au bout ». Et le renoncement, il ne faut pas en avoir peur, c'est une façon de s'aligner. Ça crée une énergie très positive en interne, de la fierté d'appartenance. Ça crée la clarté pour le modèle de l'entreprise. Ça crée de l'engagement. Finalement, nous, on a pu mesurer qu'avec quelques années de recul, ça ne nous a pas empêché de faire 44% de croissance l'année dernière, même si on s'est privé du meilleur jour du e-commerce. Et puis, la beauté, c'est que derrière, ça entraîne tout un écosystème, 1000 sites e-commerce qui font le boycott du Black Friday. Donc, le deuxième enjeu… Pardon, vas-y, termine. J'allais rebondir sur le fait du renoncement et qui était un sujet, parce que je parlais de la résilience, mais je te laisse terminer. Ouais, alors après, le deuxième enjeu de la communauté, c'est de faire connaître le modèle de l'entreprise à mission et de continuer de l'enrichir. Aujourd'hui, c'est pour ça que je m'adresse à vous et c'est pour ça que j'interviens régulièrement, très souvent, pour parler de la société à mission dans les territoires, dans les réseaux d'entreprises, en France et également en Europe. On lance notre premier congrès européen des entreprises à mission qui se tient le 1er décembre au CESE à Paris. On intervient à Rome auprès des Società Benefit le 3 décembre et on sera à Bruxelles l'année prochaine parce qu'on pense qu'il faut changer d'échelle et offrir un cadre européen à cette entreprise à mission pour bâtir ce capitalisme responsable à l'européenne qui a des choses à dire par rapport au capitalisme chinois et américain. Et on continue à travers les travaux de la communauté, qui est très dynamique en termes de groupe de travail, avec l'Observatoire des sociétés à mission, d'observer la façon dont les dirigeants se saisissent de ce modèle, la façon dont ils le mettent en œuvre, la façon dont ça transforme leur modèle. Et c'est donc c'est tout à fait passionnant. Et tous les livrables de la communauté, donc j'ai mis le lien dans le chat, sont disponibles en open source parce qu'on est une association d'intérêt général et ils sont sur le site de la communauté d'entreprises à mission. Je vous invite vraiment à aller voir parce que le contenu est extrêmement riche. Je te remercie énormément pour tous ces points, Emery, et l'exercice difficile et délicat de remonter des éléments synthétiques de ce qui émerge de cette communauté apprenante. Et l'exercice était assez fin. Peut-être pour conclure, puisque je vois le temps avancer maintenant, je vais poser quelques slides pour ouvrir des questions plus qu'autre chose. D'abord remercier tous les intervenants qui sont arrivés là. Et puis, on a ici d'ailleurs notamment Armand Actuel, qui Emery l'a dit, a participé grandement à l'émergence de cette communauté. Alors, donc, je voudrais en profiter pour soumettre quelques éléments. Si on passe les slides, voilà. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore du tout engagés sur le chemin, donc les 3 étages de la loi Pacte, c'est que toutes les entreprises considèrent les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité. Ensuite, il y a les entreprises… Attends. Je te dis quand il faut échanger. Les entreprises volontaires qui inscrivent leur raison d'être dans les statuts, et puis les entreprises engagées qui s'engagent sur des missions
mesurable. La contribution de la CEC dans ce contexte, c'est d'insister sur le fait qu'on sort il faut aller au-delà de la réduction des externalités, d'une contribution à la société. Le cran que la CEC veut apporter, c'est d'être beaucoup plus ambitieux encore et progresser vers des modèles régénératifs. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, on a bien présenté en début de session 2 en particulier un exemple de référentiel, qui est le donut, qui dit qu'il y a bien des sujets sociaux à développer. Maintenant, il faut le faire dans des contraintes extérieures qu'on n'a pas inclus et que vous allez voir un peu, notamment en session 3, grâce à l'introduction des questions de triple comptabilité comme moyen d'accélérer. Next. Un point qui me frappe quand même, c'est que très peu d'entre vous, et c'est vrai aussi peut-être à la comité des entreprises à mission, Emery pourrait peut-être commenter, ou Armand, mais moi j'utilise un référentiel qui est le Symbiotic in Development, qui dit que finalement une gouvernance et un enjeu de soutenabilité, c'est d'abord l'hypothèse que la soutenabilité, la bonne définition, ce serait l'état d'un système dynamique complexe, donc ça n'est jamais stable, et que la contribution qu'on peut avoir, c'est de contribuer à maintenir un état souhaitable ou le modifier. Et il y a dans cette méthode, il y a quand même 3 piliers qui jouent l'équilibre propre à un territoire, qui est des questions de résilience, des questions d'autonomie, des questions d'harmonie. Donc on voit beaucoup dans les définitions des enjeux d'autonomie, d'une certaine façon, de comment on dépend le moins possible de ressources qui ne sont plus souhaitables ou qui sont extérieures au système qu'on veut privilégier. On entend des sujets d'harmonie, donc l'inclusion, la parité, la contribution. On n'a quasiment pas entendu de questions sur le sujet de la résilience, un peu sous l'angle de l'énergie quand même aujourd'hui, mais la question de la résilience n'est pas anodine. Donc ce modèle mérite on en reparlera peut-être avec ceux qui veulent en session 3, mais je le trouve quand même important. Ça se joue dans cet équilibre-là, en fait. C'est ni tout l'un, ni tout l'autre, et cette tension, elle peut être un guide pour structurer une bonne gouvernance. Ensuite, next. Alors, on a entendu des choses où parfois aussi, ça me semblait intéressant de ramener, Emery l'a dit, il n'y a pas de solution type. Je suis tout à fait aligné à ça. Je voulais quand même vous suggérer 2 points. Alors, vous avez fait un travail sur vous-même avec le modèle Ikigai. Il y a un modèle qui est dérivé de Robert Dilts, qui a le mérite, qui est celui à gauche ici, de rappeler que il y a une collection de concepts quand on rentre dans la définition de sa raison d'être et l'entreprise et de ses missions qui sont parfois un peu confus pour tous. Il n'y a pas un ordre type, Émile l'a bien dit, il y a quand même une hiérarchie entre ces éléments et le modèle de Dilts me paraît tout à fait remarquable. Donc, il y a la question de la vision du monde que vous voulez faire advenir et comment vous situez votre ambition. Donc, il fait une différence entre ce qui est essentiel, vous, et comment vous le mettez en œuvre dans le monde existentiel. Donc, la vision à laquelle on répond par une ambition, une raison d'être à laquelle on répond par des missions, qu'on met en œuvre par des missions, une identité qui se traduit par des rôles, des valeurs qui se traduisent par des croyances, etc. etc. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais le mérite de cette articulation, c'est quand même de vous aider à ne pas, quand vous démarrez, mélanger tous les concepts. On va vous envoyer des éléments de méthodo. Certains démarrent des croyances et de leurs valeurs, et c'est très bien, mais sachez que les mettre en relation, c'est un vrai sujet. Next. Là, j'ai mis des extraits de choses qui m'avaient vraiment frappé et que j'ai trouvé remarquables, que je voulais célébrer, les travaux de Kevin Levillain, donc, qui travaille à l'École des Mines. Dans sa thèse, il y avait une chose que je trouvais assez intéressante qui peut aussi vous aider à comprendre où est-ce que vous vous situez dans vos propres efforts, sur la question, est-ce que vous êtes là pour promouvoir des savoirs restrictifs et des relations restrictives, auquel cas c'est de l'ordre de sauver les librairies. Est-ce qu'il s'agit au contraire de savoirs expansifs pour les relations restrictives, donc c'est réinventer la librairie? Est-ce qu'il s'agit de relations expansives pour les savoirs restrictifs, c'est intégrer ceux qui sont en bas de la pyramide? Ou savoir expansif, relation expansive, c'est par exemple inventer une intelligence artificielle qui va nous aider à l'apprendre. Ce cadre-là, il a le mérite
d'ouvrir, c'est peut-être intéressant, et c'est là une contribution de l'École des Mines dans la communauté sciences professionnelles, d'avoir quelques référentiels qui sont génératifs et qui peuvent stimuler votre réflexion. Next. Rémi? Voilà, on a presque terminé, on n'aura pas le temps de les couvrir. En effet, les autres, il y aura peut-être un temps maintenant pour des questions. Oui, j'allais dire, Rémi, c'était ma proposition, peut-être montrer, juste de dérouler les quelques slides de méthodo en précisant que le support sera partagé. Oui. Donc, vous pourrez évidemment consulter et solliciter Rémi aussi si vous avez des questions. D'ailleurs, on peut se garder 5 minutes d'ici la fin. Dans le chat, il y avait Johan qui demandait, qui disait nous sommes une ETI de 650 personnes sur plus de 12 sites et une multitude d'activités au profit de plusieurs secteurs industriels. La raison d'être globale est compliquée à définir. Faut-il ensuite définir une raison d'être liée à l'activité principale, puis pour chaque activité? Ou directement définir une raison par activité? Je peux prendre la question parce qu'on la retrouve Armand Hatchwell. Donc, je suis à la fois au comité de mission de Bruno et au conseil d'administration de la SEM, après avoir joué un rôle dans l'équipe de recherche qui a inspiré la loi Pacte dans sa partie entreprise à mission. Et on retrouve cette question dans tous les groupes d'entreprises. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble, quel est le rapport entre ces différentes activités. Et vous avez, finalement, la mission est une bonne manière, la raison d'être, mais en tout cas, la mission est une bonne manière de se poser cette question pour éviter notamment les interrogations de nouveaux actionnaires. Vous savez que General Electric vient d'être démantelé. Il est démantelé par les financiers sous l'argumentaire qui est comme ça n'a rien à voir les unes avec les autres. Du coup, on ne peut pas évaluer correctement l'efficacité de chacune, donc on va les démanteler. Et donc, vous voyez que là, la question de la société à mission restaure la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et ce n'est pas uniquement les activités qu'on fait ensemble, c'est les compétences qu'on peut créer ensemble, c'est les valeurs que l'on peut défendre ensemble. Et c'est une question qui a un groupe de travail spécialisé à la SEM là-dessus. Donc, je vous invite à prendre contact avec eux. Je voudrais juste ajouter un petit point parce qu'il est important, c'est que lorsqu'on a créé la SEM, on a voulu qu'il y ait un conseil scientifique. Et Emery, dès le premier jour, a dit oui. Et pourquoi c'est si important de ça? Parce que, pourrais-je le dire de manière claire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Qui que ce soit. Nous ne savons pas exactement ce qui est le bien de tous. Et à chaque fois qu'on l'affirmera, il vaut mieux avoir des chercheurs qui sont là pour vous enquiquiner, dire « Ah oui, mais attention, les arbres, ça ne pousse pas comme on croit. Attention, le bien public n'est pas aussi bien qu'on le pense. » Et du coup, je pense que l'existence d'un conseil scientifique à la SEM continuera à jouer un rôle important. Et je voudrais dire aussi qu'il va faire que l'équipe initiale des mines, qui, par la raison même de l'histoire, était présente au début, on a fondé la SEM à 3 ou 4, est en train de passer la main. J'ai quitté le conseil scientifique et aujourd'hui, il doit y avoir une dizaine de chercheurs dans le conseil scientifique. Et au contraire, on essaye de s'élargir au maximum de chercheurs, y compris à des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'on dit. Voilà. Merci. Merci Armand et d'ailleurs Emery pour ces précisions. Et d'ailleurs, merci, il y a beaucoup de réponses dans le chat. Bruno aussi également a répondu sur les questions qui avaient été posées au-dessus sur le biogaz. Je vois qu'il est 13h43. Si jamais il y a une dernière question qu'on prend en format réponse très courte, question très courte, on la prend maintenant. Et sinon, on peut conclure. Je regarde si je sais pas, je pense qu'on a survolé quand même la majorité des questions qui étaient posées dans le chat au fur et à mesure, en lien vraiment avec le sujet de la raison d'être. Il y a une réflexion sur il y a une question, il y a une interrogation, c'est marqué bullshit. J'ai pas bien compris ce que c'était le bullshit. Je pense que c'était en lien avec la question le risque de greenwashing. J'ai répondu à cette question sur le fait du double contrôle qui est quand même mis dans le cadre de la loi avec la société à mission, et c'est une innovation du droit français par rapport aux autres droits dans d'autres pays comme la Società Benefit en Italie ou comme les Purpose Corporation aux États-Unis. C'est le double contrôle, à la fois le comité de mission qui est un contrôle
finalement interne de l'entreprise, quelque part une gouvernance interne de l'entreprise qui va venir évaluer les moyens et les résultats atteints par la société, et qui émet un rapport chaque année, donc qui est rendu public ce rapport. Et ensuite, il y a le contrôle externe avec l'organisme tiers indépendant qui va venir auditer tous les 2 à 3 ans selon la taille de l'entreprise et vérifier la qualité de la société à mission et l'atteinte des objectifs sociétaux, environnementaux. Donc, tant qu'on n'aura pas passé cette première étape, cette première boucle d'amélioration continue, parce que l'entreprise à mission, elle démarre quand on obtient cette qualité de société à mission, on s'inscrit dans une démarche de progrès et d'amélioration continue, eh bien là, on va… Voilà, je pense que c'est ça la clé à l'anti-bullshit, c'est qu'il y ait les premiers audits qui passent et qui puissent sanctionner positivement ou pas la qualité de la société à mission. Merci. Merci beaucoup à tous. J'ai une idée pour le mot de la fin. En fait, ce qui m'a frappé, qui a été relevé par quelques-uns sur l'effort auquel a contribué la Convention des entreprises pour le climat, c'est l'idée, au fond, un peu du cadre tel qu'il est perçu en première lecture de l'entreprise à mission. C'est que les écosystèmes coopératifs sont les espaces au travers lesquels on dépasse son périmètre pour commencer à avoir un impact significatif. C'est intégré par le sujet des parties prenantes, mais parfois perçu peut-être, vous en serez en partie d'accord, j'imagine, à la SEM, la contrainte qui est l'espace de son business auquel on intègre les parties prenantes actuelles. On a beaucoup insisté, nous, sur la notion d'écosystèmes territoriaux qui peuvent faire des croisements entre des métiers qui ne se rencontrent pas encore pour autant. Et c'est peut-être un sujet qui est un chapitre d'exploration pour l'entreprise à mission et son évolution que d'encourager des coopérations territoriales qui dépassent le champ de son domaine d'affaires, d'une certaine façon, mélangé d'un territoire et de coopération vers des efforts croisés. Je vous remercie énormément pour vos contributions très précieuses et la qualité des questions. On enregistre le chat, les questions sont restituées. On se retrouve de toute façon à Nantes pour la session 3. Et, j'ai bien en tête que vous aurez tout le plaisir de croiser vos questions encore. Un immense merci à Imri et à Armand pour avoir contribué et les apports de Bruno, David et Marie. C'était de grande qualité. Je crois que beaucoup de points importants ont été partagés dans ce temps très, très contraint et je vous remercie énormément.